Paul Hervieux, attentat à la pudeur. Un des premiers empressements lorsque j'eus revêtu la robe de stagiaire fut d'en profiter pour assister à une audience de huis clos. Dans la grande salle de la cour d'assises, où l'appareil de la justice donne impassiblement la question à des âmes humaines, nous étions une dizaine d'avocats, vieux ou jeunes, en apparence graves et sceptiques, au fond agités par les caprices de l'attente obscène qui sèche un peu la langue et met une lueur spéciale sous la paupière des plus hypocrites. Sur le banc d'infamie était assis largement un gros homme d'une soixantaine d'années, chauve avec des moustaches blanches, de bonnes joues roses et des yeux bleus très doux à fleur de tête. Monsieur Lacroix, maître d'une petite fabrique de produits chimiques. Lorsque j'arrivai, l'affaire était fort avancée. L'interrogatoire de l'accusé, la déposition des témoins avaient fait leur œuvre. Le réquisitoire commençait. Néanmoins, je fus vite au courant des faits. Monsieur Lacroix avait, 3 mois auparavant, conduit dans une chambre d'un hôtel meublé de Paris en Pantin une enfant de 12 ans, fille de son contremaître, fille unique, ainsi que le répéta plusieurs fois l'organe du ministère public. Mais la providence des vieillards débauchés ne lui avait accordé que 5 minutes de bon temps. Le propriétaire du garni, habitué à ne favoriser que les ébats des couples mieux assortis, s'était avisé de venir soudain cogner à la porte. Monsieur Lacroix avait ouvert, tout vêtu, tout rouge, et, pris de peur, s'était enfui, abandonnant sa jeune compagne, toute vêtue encore, toute rouge aussi. La victime, ou plutôt la pseudo-victime, était là, assistant au débat, sans paraître les écouter. C'était un affreux petit être, grêle, au teint bilieux, aux yeux frangés de cils sanguinolents. Pour se désennuyer, tantôt elle enfonçait les poings dans les poches de son tablier d'écolière, qu'alors elle tendait devant elle, fort, fort longtemps, longtemps pour en faire une petite tablette bien lisse. Tantôt par l'effort d'une main, elle superposait un à un les doigts raides des courteaux de l'autre. Elle avait ses cheveux dans un filet à mailles épaisse et d'un bleu encore plus filasseux qu'eux, et les pieds dans des souliers blancs de première communion qui avaient dû être mis de côté pour servir à un renouvellement et que la solennité de la comparution avait exceptionnellement tiré de l'armoire. 2 personnes encadraient la fillette. À gauche, la propriétaire du garni, une femme carrée, blafarde, dont la figure et la mise décolorée, fanée, flétrie, semblait avoir reçu à la hâte pour ce jour-là ce coup de lessive et de plumeau superficiel, ne fouillant jamais sous les meubles avec lesquels elle avait dû mettre en état 3 mois plus tôt le cabinet de société loué à monsieur Lacroix. À droite, c'était le père, un bel homme, à figure franche, dur et hâlé, à la fois rustique et martial. On eût dit un garde forestier, endimanché par sa redingote noire et le port d'une chaîne de montre en or. Je parierais que cette chaîne lui avait été donnée par monsieur Lacroix. Quand l'avocat général conclut en requérant un châtiment exemplaire, le contremaître exhala un gros soupir et regarda à la dérobée son patron. Celui-ci tenait baissés ses yeux aimants et vagues, et sa tête, dont la grasse encolure, plissée hors de la chemise, sous l'occiput, laissait filtrer des gouttes de sueur. À son tour, la défense eut la parole. La matérialité de l'acte, c'est-à-dire de la tentative d'acte, ne fut pas contestée. L'avocat se borna à en atténuer le caractère, en insistant sur l'âge de M. Lacroix et sur le petit nombre de minutes qu'il avait eu pour se corriger les inconvénients. Cet argument fit sourire quelques jurés et m'inspira un sentiment de gêne
celui d'une sorte d'humiliation inutile pour le patient. Puis le défenseur plaida les vraies circonstances atténuantes. Il retraça la vie de son client, toute faite de travail, de probité, de bienfaisance. Ce dernier resta paisible jusqu'au moment où il entendit appeler l'époque de sa nomination comme répartiteur. Alors il fondit en larmes, et son contremaître, qui s'en aperçut aussitôt, ne put étouffer un gémissement. Les pleurs sont toujours impressionnantes sur les vieilles faces. Comme l'apparition d'un fleuve dont je ne sais quelle la source est là-bas, ils me communiquent une émotion profonde parce que je songe qu'ils viennent de bien loin, qu'ils ont traversé bien des choses résistantes et charrié bien des poids. Ensuite, l'avocat, ayant réservé cet effet pour la fin, révéla que M. Lacroix avait eu pour la famille de son contremaître des générosités fraternelles. Celui-ci était entré à son service 10 ans auparavant, dénué de tout et traînant à sa charge une femme paralysée. M. Lacroix, par une sympathie bien placée envers un sujet méritant, avait payé les frais du ménage, médecins, médicaments, obsèques pour l'épouse, et fait la position du veuf. À la citation de chacun de ces bienfaits, le père de la victime, hochant le front, exprimait « Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai, oh, dans des signes empressés et douloureux. » Enfin, il y eut un résumé du président, rapide et froid. Le jury ne délibéra pas longtemps. Il usa d'indulgence, et son justiciable ne se vit infliger que 2 ans de prison. Pour le prononcer de la sentence, M. Lacroix s'était levé, et le père avait fait comme lui. Le condamné salua et remercia la cour avec une grande expression de politesse et de bonté, et les gardes municipaux l'emmenèrent sans qu'il fît aucun mouvement de résistance, ni qu'il montrât de faiblesse. Mais son contremaître se mit à crier désespérément, comme un être à qui on arrache les entrailles. « Oh, monsieur Lacroix, monsieur Lacroix !» Il se tourna vers la femme du garni et lui dit rudement « Mais c'est vous qui êtes cause de tout !» Puis il prit sa fille en ses bras, l'embrassa éperdument, et tandis qu'il l'emportait, tout le monde l'entendit encore murmurer, dans une stupeur inconsolable et folle, « Oh, monsieur Lacroix, monsieur Lacroix, monsieur Lacroix !»